Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence nombreuse et nombreux ce soir à l'École nationale des chartes pour une conférence du cycle Chartiste à l'œuvre, qui est, comme vous le savez, consacrée à l'actualité éditoriale et aussi l'actualité scientifique de nos anciens élèves, de nos diplômés. Et c'est particulièrement le cas ce soir, puisque nous accueillons Guillaume François, qui est un jeune confrère, archiviste paléographe de la promotion 2015 de cette maison. Donc, monsieur, vous avez fait votre thèse d'école des chartes sur un sujet d'histoire de l'art, ou d'histoire médiévale, puisque vous êtes intéressé pour votre thèse des chartes à l'habitat canonial à Metz au bas Moyen-Âge, entre 1200 et 1530, donc effectivement au-delà même des frontières chronologique du Moyen-Âge jusqu'au cœur de la Renaissance. Alors j'ai envie de dire, au vu du livre que vous allez nous présenter ce soir et du reste de votre bibliographie, que le Moyen-Âge mène à tout, mais j'en suis totalement persuadée. Vous êtes également docteur en histoire de l'art de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne et actuellement conservateur du patrimoine au Centre des archives diplomatiques de La Courneuve, où vous êtes chef du département des publics. Alors, donc, c'est votre dernier livre, on va y revenir, paru aux éditions Perrin et en coédition avec les publications du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Mais vous avez depuis 2020, alors que vous êtes encore tout jeune, je le dis, je suis admirative, une production vraiment éditoriale soutenue, puisque avant même cet ouvrage paru en coédition chez Perrin, vous avez fait paraître en 2020 un ouvrage remarqué chez Perrin également intitulé 1520 au seuil d'un monde nouveau. En 2022, un autre ouvrage toujours chez Perrin intitulé Le rêve brisé de Charles Quint. Donc voilà, des œuvres d'historiens. Et avec ce livre, effectivement, c'est sans doute autre chose, vous allez nous l'expliquer, mais beaucoup plus contemporain. Un livre intitulé L'image de la puissance, la diplomatie culturelle de la France au XXe siècle. Alors, on comprend évidemment, rien qu'au titre de cet ouvrage et aussi en le feuilletant, je vais y revenir, l'intérêt d'une coédition entre Perrin, qui maintenant on a compris votre éditeur de référence, vous êtes dans l'écurie Perrin et félicitations, et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, puisque le sujet c'est la diplomatie culturelle de notre pays qui est scrutée ici d'une manière vaste entre la Première Guerre mondiale jusqu'à l'époque la plus contemporaine, puisque l'un des derniers chapitres traite du Louvre à Abu Dhabi. Donc là, voilà, 20e siècle, mais on est aussi un peu sur le 21e siècle. Vous vous intéressez à la création de l'Alliance française, des instituts français, on va en apprendre beaucoup. À la diplomatie française en temps de guerre froide ou au temps des indépendances post-coloniales. Évidemment, particulièrement bienvenue dans un établissement comme le nôtre qui forme des futurs conservateurs dans ce domaine. Vous nous donnez aussi un éclairage bienvenu sur ce que vous appelez la diplomatie des musées. Et avec évidemment la réalité du projet du Louvre à Abu Dhabi, on est en plein dans cette thématique. Alors je note aussi que l'ouvrage est très aéré. Enfin, moi, ça m'a frappé. C'est un ouvrage, déjà, il est là. Vous en aurez, je pense, quelques images à l'écran. Il est disponible au sortir aussi, je le dis, sur un stand de notre partenaire libraire préféré, qui est Delamain, juste en sortant de cette salle, si vous souhaitez vous le procurer. Oui, c'est un ouvrage vraiment à la fois richement illustré, à la typographie très aérée, et qui, au-delà de sa thématique, qui je pense va vraiment séduire, parce que on est aujourd'hui dans une période où on sait à quel point ce qu'on appelle le soft power est important. On parle d'une diplomatie chinoise, américaine, mais il existe aussi une diplomatie française, et c'est de tout cela que vous allez nous parler. Bien, donc écoutez, je peux que me féliciter du fait que vous ayez accepté notre invitation ce soir pour nous présenter cet ouvrage qui est vraiment très beau.
est tout à fait passionnant. Et donc encore merci pour votre présence. Et on a toutes et tous hâte, je crois, de vous écouter autour de votre ouvrage. Merci, chers confrères. Merci à vous. Bienvenue. Et bienvenue dans ce qui demeure votre maison, vous le savez. C'est ce que je dis à tous nos anciens élèves et diplômés. Merci Madame la Directrice. Merci Madame la Directrice pour cet accueil très chaleureux. Et je remercie encore une fois l'École des Chartes, Madame Bunisek et le service communication de l'École des Chartes pour avoir accepté d'accueillir cette conférence ce soir. Je n'ai pas, on va dire, donné d'éléments redondants par rapport à ce que Madame la Directrice a déjà pu vous expliquer sur mon parcours. J'ai déjà commis effectivement 2 livres qui portait plutôt sur la période du XVIe siècle, avec un essai autour de l'année 1520 qui interrogeait la frontière entre le Moyen-Âge et la Renaissance, et un deuxième ouvrage qui, lui, est plutôt un ouvrage diplomatique déjà, où je questionne en fait ce qu'est réellement la diplomatie à la Renaissance et plus précisément la politique de Charles Quint en Europe. Donc c'est un ouvrage que j'ai mené en dépouillant beaucoup de sources, et en particulier des sources aux archives des affaires étrangères, donc le service où j'exerce et où j'ai pu me rendre compte à ce moment-là qu'il y avait des ressources tout à fait majeures et pas forcément toujours très bien exploitées. Et suite à ce livre, où on s'est bien rendu compte évidemment autour de moi qu'il y avait des sources importantes tirées des archives diplomatiques, on m'a proposé de faire le petit dernier, donc l'ouvrage sur la diplomatie culturelle. Alors, pourquoi faire cet ouvrage maintenant déjà? Eh bien, c'est parce qu'au moment où on me l'a proposé, il y avait, on va dire, des actualités qui approchaient, avec notamment en 2023, donc les 140 ans de l'Alliance française, et de façon plus générale, en 2022, il y avait eu le centenaire du tout premier service du Quai d'Orsay chargé de suivre justement la diplomatie culturelle. Ce sont des choses sur lesquelles je reviendrai. Mais quoi qu'il en soit, au moment de cette commande, il y avait voilà, une forme d'actualité mémorielle, et en sachant que j'avais déjà été capable par le passé de faire des recherches fructueuses dans nos ressources, c'est la raison pour laquelle on m'a confié la responsabilité de cet ouvrage. Alors, pour rentrer plus dans le vif du sujet, j'ai évidemment beaucoup exploité les ressources qui se trouvaient aux archives des affaires étrangères, mais pas uniquement. Je suis aussi allé voir ailleurs, parce que très vite, mes recherches m'ont montré qu'en fait, il y avait toute une foule d'acteurs différents qui pouvaient être impliqués dans ce qu'on appelle la diplomatie culturelle. Donc, je suis allé voir les archives de la Comédie Française, en raison des nombreux spectacles que la Comédie donne à l'étranger. Je suis allé voir l'équivalent à l'Opéra, et je me suis aussi intéressé à l'activité qu'il pouvait y avoir au niveau des musées. Car quand on organise des expositions d'art au niveau international, évidemment, savoir si on prête ou non des œuvres phares comme la Joconde ou d'autres ouvrages de maîtres de la Renaissance peut revêtir une forte connotation diplomatique. Et pour toutes ces raisons, cet ouvrage qui au départ était conçu par les commanditaires comme un ouvrage essentiellement centré sur le ministère, a un peu élargi ses horizons et est devenu un ouvrage plus général sur la politique étrangère de la France dans le secteur culturel, où le Quai d'Orsay, évidemment, garde une place majeure, mais pas la seule place. Alors, pour revenir un peu ensuite sur le livre, la matérialité du livre, donc Madame la Directrice a salué dans sa forme et pour lequel je suis très ravi du résultat. Déjà, explicitons un peu la couverture. Donc la couverture, c'est derrière le filtre rouge, on a en fait une photo de 1963 qui montre la Joconde lors d'un gala qui se passe à Washington, parce que Malraux a fait pression pour que le Louvre envoie la Joconde aux États-Unis pour une exposition de quelques mois en signe d'amitié envers les Américains. Et la jeune femme que l'on voit de dos, avec une superbe robe d'ONU, ce n'est ni plus ni moins que Jackie Kennedy. Donc on est face en fait à une image très symbolique de la première dame de la première puissance mondiale qui est en admiration devant le patrimoine français. Donc c'était un symbole fort et la marque d'un important pas en avant de la diplomatie culturelle française. Pardon.
Alors, une fois que j'ai passé ce symbole, j'espère qu'on m'entend bien. Une fois que j'ai passé ce premier symbole, donc faisons un peu de définition ensemble. Déjà, qu'est-ce que diplomatie culturelle? C'est pas forcément une expression très claire pour tout le monde, même s'il y a diplomatie qui parle de relations internationales et culturelle qui parle évidemment de l'art, de la culture, de la littérature. Avoir les deux termes ensemble, c'est pas quelque chose de très courant dans la presse, dans les médias ou dans le monde de la recherche. Et en fait, c'est une notion qui a été en fait constituée dans les dernières décennies à partir des années 90. Il n'y avait pas de vraie définition de ce concept jusqu'à la fin du XXe siècle parce que au départ, quand les services mettant en œuvre l'action culturelle à l'étranger ont été inventés, en fait, on parlait assez banalement de propagande, dans un sens plus neutre que ça ne l'est aujourd'hui, évidemment, mais on parlait avant tout de propagande. Plus tard, quand le mot a été un peu trop connoté péjorativement, on est passé à l'influence et au rayonnement, mais sans avoir, encore une fois, de socle théorique pour définir qu'est-ce que c'était, en quoi ça consistait. Et ce socle est venu seulement en 1990 avec le savant américain Joseph Nye qui a défini la notion de soft power. Alors, on parle beaucoup de soft power de nos jours maintenant, c'est un peu entré dans le vocabulaire courant, mais on ne sait pas toujours très bien en quoi ça consiste. Et il faut savoir que ce chercheur américain avait défini le soft power en regard du hard power, donc la puissance brute et une puissance qui, elle, était désignée comme douce, mais qui en réalité, en fait, consiste à imposer un parti, imposer un point de vue autrement que par la force. Donc, une domination, une forme d'ingérence, une forme de domination internationale, mais sans recourir aux armes, sans recourir à l'intimidation, mais plutôt au charme et à la persuasion, et évidemment en faisant valoir le prestige ou l'image qu'on revêt auprès d'un partenaire étranger, pour le pousser à faire des choses qu'il ne ferait pas autrement. Donc on reste vraiment dans une notion très géopolitique et dans une notion qui est restée donc très largement anglo-saxonne dans son appellation, mais qui a trouvé quelques tentatives de traduction française. Et pour ma part, j'ai retenu celle de Gérard Chaliand, donc un essayiste et un politologue, qui, dans un essai au cours des années 2000, a avancé l'expression pouvoir feutré, que moi je trouve assez élégante et qui nous débarrasse d'un anglicisme au profit de la langue de Molière, mais qui évidemment est moins connu que soft power. Alors ensuite, ça c'était le socle théorique pour savoir de quoi on parlait. Pour la suite, donc la question était de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait ces anniversaires, donc 140 ans pour l'Alliance française, 100 ans pour le premier service du Quai d'Orsay à suivre ces questions. Et en fait, la réponse qui s'impose lorsqu'on se penche sur la question, c'est que jusqu'à la fin du XIXe siècle, il n'y avait pas en fait de politique structurée à l'international. On avait une politique de prestige sur notre sol, par le biais des commandes royales, impériales et par les quelques commandes républicaines qui ont commencé dans les années 1880. On avait des créations d'institutions phares, le Louvre, plus tard au XXe siècle, le musée d'Orsay. Donc là, on est dans la continuité des structures sur notre sol, mais en fin de compte, en termes de relations internationales, la culture, ça consistait surtout en fait à avoir des produits culturels forts et à les exporter. Et il n'y avait pas vraiment de service administratif propre à ça, ni d'institutions pour se faire à l'étranger. Et cette politique, en fait, elle prenait en fait comment dire, elle partait du principe que la supériorité culturelle française, qui était un acquis depuis les conquêtes de Louis XIV et depuis la solide politique artistique et littéraire de Louis XIV, elle prenait cela pour un acquis. Alors qu'à la fin du XIXe siècle, le contexte change. On a le traumatisme de la défaite de 1070 et évidemment, à partir de cette défaite, on a la prise de conscience qu'on ne peut pas juste rester sur les acquis et qu'il faut réformer nos institutions, réformer l'armée, réformer l'enseignement. Et la réflexion finit par s'appliquer également au secteur culturel, avec en revanche le sentiment assez net que l'État
ne peut pas tout faire à l'époque-là. Et si on continue à faire des expositions universelles, comme c'était le cas sous le Second Empire, on commence à entrevoir que pour entretenir le prestige de la France face aux puissances montantes et, pour ne pas la citer, face à l'Allemagne, il fallait avoir un peu plus que ces rendez-vous très spectaculaires, évidemment, mais pas forcément très utiles pour le rayonnement au long terme. Donc le démarrage se fait dans le secteur privé, parce que l'État, à cette époque-là, n'a pas assez de moyens pour s'imposer, et parce qu'on pense que, en outre, l'État n'a pas le savoir-faire pour ce secteur. On parle de lettres, on parle d'art, un petit peu de sciences. Ce sont des domaines qui semblent assez lointains pour les hauts fonctionnaires du gouvernement. Et donc, ce qui se passe, c'est que on commence par monter une association de droit privé qui s'appelle donc l'Alliance française, que la directrice citait dès son introduction, et qui demeure encore aujourd'hui une institution extrêmement précieuse dans le monde. Donc cette Alliance française, elle a été créée en 1883 par un collectif de bourgeois, d'érudits, de fonctionnaires, y compris de hauts diplomates du Quai d'Orsay. Ce qui montre bien qu'il y avait une volonté politique dans la création de cette association. Et cette Alliance française, elle se donne comme objectif de en fait, diffuser la langue et la pensée française dans le monde, que ce soit dans les pays étrangers souverains ou dans les colonies. Et très vite, elle s'organise, elle a ses statuts avec un conseil d'administration de 50 places, et elle monte, par le biais de la sociabilité des élites, elle monte des comités à l'étranger, un peu partout dans le monde. Si bien que en 1900, au moment de l'exposition universelle de Paris, qui est un peu l'apogée de la Troisième République, l'Alliance française a l'autorisation d'occuper un pavillon avec des devoirs envoyés par des élèves, alors pas 5 continents, peut-être pas, mais en tout cas de 4 continents, donc des élèves qui apprennent le français à l'autre bout du monde. Et cette opération montre en fait d'une part la force de l'Alliance française, qui a développé quand même déjà à cette époque 400 comités dans le monde, et elle est en fait un tremplin pour la suite, parce que ce nombre de comités va continuer à augmenter, et va continuer à augmenter jusqu'à nos jours. Alors, l'Alliance française n'est pas toute seule dans la course. Il y a d'autres associations qui sont également créées vers la même époque, mais la plupart a fini par péricliter au bout de quelques années parce qu'il y avait trop de concurrence et parce que les moyens n'étaient pas forcément au rendez-vous. La seule autre association qui a perduré, à ma connaissance, c'est la Mission laïque française. Donc, une association vouée à l'enseignement et à la création d'un réseau de lycées au programme laïque. Donc, ça veut dire que, voilà, contrairement à l'essentiel de l'enseignement à l'époque, on ne parle pas de religion et on ne confie pas les cours à des religieux. Ce qui était le cas par le passé. Ma première photo est un peu voilà ici. Avant la création de ces associations, l'essentiel des réseaux éducatifs francophones dans le monde, ce sont des couvents, des écoles religieuses, des pensionnats ou des couvents qui accueillent quelques pensionnaires aisés. Là, en l'occurrence, je montre le cas d'un couvent qui se trouve de mémoire au Cambodge. Alors évidemment, je vous l'ai dit, avec la composition du comité fondateur de l'Alliance française, on a d'emblée des diplomates et des hauts fonctionnaires qui s'intéressent à l'activité de ces associations, qui sont tout de suite reconnues de droit public, d'intérêt public, pardon, et qui rapidement mélangent un peu leurs activités pédagogiques à des événements un peu plus politiques. On a par exemple le cas de l'Alliance française en Suède qui accueille des réceptions officielles de délégations françaises lors de certains événements comme des anniversaires historiques ou des voyages officiels qui font maintenant systématiquement des étapes dans les alliances locales, lors des déplacements des ministres ou du président. Alors, ça, c'était la première initiative privée. Évidemment, au ministère des Affaires étrangères, on s'est dit au bout de quelques années que ces alliances françaises étaient quand même intéressantes, productives, mais que c'était mieux d'avoir des services à la botte d'administration, si je peux dire. Et après l'exposition universelle, on a quelques tentatives pour créer des services publics ou semi-publics, avec une première initiative en 1907 qui est due à un universitaire de Grenoble qui s'appelle Julien Luchaire, qui obtient
de son université qu'elle crée un centre culturel à Florence. Donc là, on n'est pas sur un service dépendant d'un ministère ou d'un service diplomatique, mais sur un service vraiment de type étudiant, hein, un centre qui favorise les échanges étudiants et les recherches en fait dans les sciences humaines au départ. Et cet institut en fait au départ est un peu accueilli comme les Alliances françaises. Il est promu grâce aux relations entre élites. Il y a une campagne de mécénat pour que les élites locales à Florence lui payent ses locaux. Et donc on a comme ça 300 bourgeois de Florence qui donnent de l'argent pour acheter en faveur de cet institut le palais Lenzi. Voilà, qui est donc un assez beau palais à Florence et qui est toujours l'édifice où l'institut est logé aujourd'hui. Donc ce premier modèle, évidemment, fait rapidement florès parce que les échanges étudiants d'un pays à l'autre à l'époque là, ne sont pas encore très courants ou alors réservés aux franges aisées de la population. Et cet institut fonctionne en fait en donnant des bourses et en favorisant en fait les échanges entre universités. Donc ça veut dire qu'une université envoie par son intermédiaire des étudiants en France et inversement, et que ce sont les universités, une fois les étudiants arrivés, qui s'amusent à les loger, à les intégrer dans leur programme de cours. Et donc cet institut, il fait rapidement florès. Donc on a dans les années qui suivent des ouvertures d'instituts à Londres, à Rome, à Athènes également. Voilà, ça se diffuse très rapidement en Europe. Alors, il y a un petit gap, évidemment, au moment de la guerre, puisque, évidemment, la guerre n'aide pas à favoriser les relations culturelles et est un moment assez néfaste pour la survie d'une partie des instituts qui doivent fermer provisoirement. Mais tout cela est relancé très vite, dès 1918, parce que l'État a compris, notamment avec le cas de l'Institut de Florence, qui s'est changé en machine de guerre de propagande pro-française en Italie, en envoyant les enfants du personnel faire des tournées dans les lycées de Toscane, en ouvrant une maison du soldat avec une exposition de ce qu'est la vie dans les tranchées, des dommages faits par les Allemands, par les armes allemandes aux soldats, etc. L'Institut de Florence est devenu vraiment une maison de propagande pro-française en pleine guerre, et elle fait partie des éléments qui ont permis de garder l'Italie du bon côté, si je puis dire. Donc, après la guerre, on se met justement à reprendre un peu plus en main le réseau des instituts, à vraiment les mettre par contre sous tutelle du département des affaires étrangères et pas juste voilà, sous le contrôle des simples universités. Et on réfléchit à une administration centrale pour piloter à la fois les alliances, même si elles sont de droit privé, elles peuvent recevoir des subventions et elles peuvent interagir avec l'Institut, donc c'est bien de le garder à l'œil, et surtout des services pour un peu coordonner ce qui se passe dans les différents instituts qui existent déjà et qui recommencent à s'ouvrir dans les années 20. Donc au départ, le premier service qui apparaît, c'est le service des œuvres. Donc un service créé en 1920 au Quai d'Orsay et qui démarre avec relativement peu de moyens, ils sont 17 agents. Et ce service, en fait, est vraiment le service qui va piloter l'ensemble des réseaux culturels, privés et publics, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et ce service, en fait, va intégrer d'emblée des esprits assez intéressants. Par exemple, Giraudoux va diriger ce service pendant quelques années dans les années 20, ce qui n'est pas négligeable. Et néanmoins, ce service, même s'il est évidemment central à point de vue administratif, il se rend compte qu'il arrive à suivre l'enseignement, à suivre un peu les lettres, à suivre un peu les sciences humaines, mais que par contre, il est complètement dépassé dès qu'on touche à l'art. Parce que l'art, en fait, ça suit des processus esthétiques et subjectifs. Et en plus, ça suppose d'avoir des relations de confiance avec les artistes qu'on veut promouvoir. Parce que quand on parle de promouvoir l'art français, il ne s'agit pas de promouvoir les classiques. Eux, ils sont morts, ils sont reconnus. Là, l'objet, c'est de promouvoir des artistes vivants. Et en fait, bien, les diplomates du Quai d'Orsay se rendent compte qu'en fait, ils ne connaissent pas tout ce monde-là, ils n'ont pas d'affinité particulière avec lui, et ils ne sont pas très bien placés en fait, pour dialoguer avec lui. Et ce qui se passe, c'est que en 1922, on a une initiative du ministère des Affaires étrangères et de celui de l'instruction publique pour
en fait créer une association chargée d'emblée d'une mission publique qui s'appelle l'Association française d'action artistique. Alors sa fondation est se fait un peu en plusieurs phases. Cette association hérite déjà des dossiers d'un premier service qui avait été créé en 18 et puis qui avait été dévitalisé par la création du service des œuvres. Je vous passe les détails. Et il reçoit son nom, l'Association française d'action artistique, seulement en 1934, donc quelques années après, mais ça ne change strictement rien à son fonctionnement. C'était vraiment un renommage pour clarification. Donc cette nouvelle entité, l'Association française d'action artistique, que je vais appeler maintenant l'AFA pour plus de simplicité, elle est vraiment chargée en fait de piloter le rayonnement des arts à l'étranger. Donc c'est elle qui prend langue avec les artistes et les galeristes qui vendent les œuvres d'art. C'est elle qui pilote aussi l'organisation d'expositions à l'étranger dans des lieux fixes ou selon un format itinérant. Et c'est elle également qui, on va dire, fait l'intermédiaire pour l'organisation de tournées de la comédie française et de l'opéra. Donc vraiment, on a une scission pragmatique entre le service administratif au Quai d'Orsay, service des œuvres qui gère vraiment le réseau pédagogique surtout, et donc les subventions qui vont avec, et l'AFA qui, elle, gère vraiment le côté artistique et également toute une série de subventions pour justement encourager les différents événements autour de nos artistes. Alors, ce sont deux structures qui vont perdurer jusqu'à la fin du XXe siècle en suivant quelques réformes, quelques renommages, mais qui naissent à ce moment-là et qui perdurent. Il faut bien avoir ça en tête pour bien suivre le fil après. Alors évidemment, quand ces différents réseaux s'intéressent également à la question, à des questions diplomatiques au sens plus strict du terme, avec des questions politiques et des questions éthiques, notamment la question de la réciprocité des relations avec les autres pays étrangers et la question on va dire, des relations apaisées et égalitaire. Il ne s'agit pas forcément d'aller dire à des pays pauvres comment ils doivent faire. Il s'agit aussi d'avoir une relation de partenariat avec d'autres pays à égalité. Et c'est le cas normalement, c'est le cas en particulier avec une structure qui est créée dans les années 20 qui s'appelle la Maison franco-japonaise, qui est créée donc à l'initiative de Paul Claudel, donc diplomate en plus d'être écrivain, qui est envoyé au Japon et qui s'entremet avec un industriel japonais qui s'appelle Eiichi Shibusawa, j'espère que je prononce correctement pour les japonisants, qui est à l'époque le plus grand industriel du Japon. Et donc un homme extrêmement riche, extrêmement influent, et à une époque où le Japon cherche à se mettre au niveau technologique de l'Occident, un homme qui a conscience que la France peut apporter des choses à son pays, mais qui ne veut pas évidemment que la France ait une attitude paternaliste avec son pays. Et donc ils en viennent à décider ensemble de la création d'une maison franco-japonaise qui, d'un point de vue pratique, peut être considérée comme une forme d'institut français, mais avec une particularité, c'est que le contenu, les enseignements sont régis par les Français. Par contre, la gestion, donc ça veut dire budget, ça veut dire organisation, ça veut dire sélection des personnes, elle est gérée par les Japonais, directement. Donc on a une structure au fonctionnement mixte, et ce genre de structure est un cas de figure qui va se répéter par la suite, notamment pour les instituts de recherche. On est aussi à l'époque, dans les années 20, où on a tout le réseau des lycées français qui se met petit à petit en œuvre. Il y en avait déjà quelques-uns avant la guerre, mais sous des statuts variables, et pas forcément tous dans les radars du ministère. Et après-guerre, justement, il y a un travail de reprise en main du réseau déjà existant et un travail pour justement continuer l'essaimage de ces lycées français dans le monde, en sachant que tout l'enjeu à cette époque est en fait de freiner l'avancée de l'anglais, qui est favorisé par son empire colonial plus important que le nôtre et par la montée en puissance des Américains. Et le but est de maintenir la prévalence du français, qui est la règle depuis Louis XIV. Donc il faut savoir que dans les années 20, l'ensemble des élites occidentales parlent le français de façon tout à fait bilingue, ce qui n'est plus le cas après les années 40. Donc ces lycées français, ils sont là pour freiner un peu la montée de l'anglais et pour maintenir les acquis. Et on profite de la création progressive des instituts français pour justement, à chaque fois, ou presque à chaque fois, créer un lycée français à côté. Et bien souvent, ces lycées français sont administrés par le directeur de l'institut français. Donc tout cela s'inscrit vraiment dans une démarche où les réseaux se croisent et se croisent d'une façon assez structurée et assez stratégique.
Alors, je vous ai parlé des réseaux, des structures, c'était le quart d'heure un peu institutionnel. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce qu'on en fait concrètement, parce que ces différentes structures vont avoir des actions communes, des actions comme partenaires et des actions très multiformes. Dans les années 30 en particulier, à une époque où le service des œuvres est bien constitué, sait où il va, a déjà quelques années d'antériorité, on a très clairement le sentiment, en voyant les actions étrangères, qu'il y a une ligne commune qui est définie par le service. Et notamment en Europe centrale, on a une politique de rapprochement avec les jeunes pays d'Europe centrale, la Tchécoslovaquie, la Nouvelle-Autriche, la jeune Pologne, pour justement appuyer leur existence face aux appétits des gros voisins, les nazis, les communistes et un peu plus au sud, les fascistes de l'Italie. Et ce qui se passe, c'est que on met en œuvre une politique à vaste échelle de construction de bâtiments, nouveaux instituts, nouvelles ambassades, qui sont toutes dans le style Art déco. Donc c'est le cas de la photo que vous avez à droite qui vous montre l'Institut français à Prague, donc avec un mobilier qui n'est pas forcément somptueux pour l'époque, mais qui reste, on va dire, emblématique de ce qui se fait à l'époque-là. Et c'est aussi d'une certaine façon une vitrine de ce que produit la France, bien évidemment. Et à gauche, je vous montre une affiche d'un salon qui a lieu à Paris, donc c'est le salon des artistes décorateurs. Et il faut savoir que ces salons qui se déroulaient en France étaient promus par les instituts à l'étranger pour que le public vienne les voir quand ils en avaient les moyens, et aussi pour attirer des artistes étrangers pour qu'ils viennent exposer. C'était une façon de montrer l'amitié entre la France et ses pays amis à l'étranger, d'exposer dans les salons en France les artistes étrangers. Et précisément, dans le cadre de la Tchécoslovaquie, on est allé chercher justement des artistes tchécoslovaques pour aller exposer en France. Et tout cela s'est fait par l'intermédiaire de l'Institut, qui naturellement, étant sur place, avait plus de relations pour identifier quels artistes démarcher. On a également alors à droite, c'est quelque chose sur lequel je fais une petite parenthèse. On a un article de presse qui montre en fait le miroir des expositions en France avec des expositions d'art français à l'étranger. C'est quelque chose qui est très peu connu aujourd'hui, mais qui, même chose, est très stratégique parce qu'en fait, on a une vraie politique d'exportation de notre art en Europe centrale et en ayant de façon implicite, c'est pas dit dans les archives, mais quand on voit les thématiques d'exposition, c'est assez clair, le souci de s'opposer aux régimes néfastes qui sont dans le voisinage. Donc on a en 1936 à Prague une exposition de sculpteurs modernes. Donc sculpteurs modernes, ça veut dire en grande partie sculpteurs dégénérés aux yeux des nazis. On a Picasso, on a Bourdelle, on a Mayol. La même année, c'est la même année en 1936 qu'on a à Munich l'expo d'art dégénéré. Donc c'est un marqueur qui n'est pas innocent. Et 2 ans plus tard, à Prague encore, on a une exposition des artistes femmes contemporaines, à une époque qui est encore très misogyne, à une époque où on a les idéologies communistes, nazis et fascistes qui disent qu'en gros la place de la femme est à la cuisine. Ça aussi, c'est un marqueur intéressant. Et ça montre un peu que le réseau culturel essaye de montrer aux pays un peu menacés par ces grands prédateurs qu'il y a d'autres modèles possibles et que la France est avec eux. Voilà. Alors, mon titre chasse gardée, ça se pose plutôt pour le document à gauche qui en fait s'intéresse au domaine de l'archéologie. Donc l'archéologie, c'est un domaine en fait pour lequel la France a des ambitions depuis la fin du XIXe siècle. On avait réussi à obtenir l'exclusivité des fouilles de Delphes pendant quelques années dans les années 1880. On a réussi à obtenir vers 1900 l'exclusivité des fouilles en Iran. Et en 1922, on complète un peu ce panel au Moyen-Orient en obtenant l'exclusivité des fouilles en Afghanistan pour une durée de 30 ans en 1922. C'est un accord qui est signé directement par un archéologue au nom du ministère et qui en fait permet d'avoir une véritable chasse gardée en Asie centrale avec l'Iran, l'Afghanistan et quelques pays autour de façon moins explicite. Mais voilà un secteur qui en fait assure pour la France une position de pilote et une position de véritable vitrine de la science dans le domaine de l'archéologie. Et ça fait partie en fait du renforcement du réseau français qui à l'époque ouvre des centres de recherche spécialement dévolus à l'archéologie et aux sciences historiques en Syrie par exemple, à Damas et en Égypte également.
Outre cela, on a une culture d'échange étudiant qui se met en place. Donc, je vous l'ai dit, les instituts, au départ, ça sert à ça. Et évidemment, ces échanges s'approfondissent dans le temps. On commence à avoir des initiatives, on va dire, entre guillemets, d'embrigadement des jeunes étrangers qui sont envoyés en France. Par exemple, à gauche, je vous montre une médaille commémorative qui célèbre la visite d'un groupe de lycéens italiens sur la tombe du soldat inconnu. Donc voilà, une action un peu patriotique pour nous, une action un peu diplomatique, puisque ça rappelle l'engagement de la France aux côtés de l'Italie pendant la guerre. Et ça montre qu'on essaye de cultiver un peu, d'insuffler dans l'opinion et chez les jeunes l'idée que la France est voilà, un pays ami et un pays de référence pour tous ces jeunes gens. Donc ça, c'est au niveau purement étudiantin. Il faut voir aussi que les instituts servent aussi aux échanges entre professeurs et enseignants-chercheurs. Donc, on a des bourses qui sont réservées à des thésards et à des professeurs établis pour qu'ils aillent faire leurs recherches à l'étranger, pour qu'ils aillent faire leur thèse ou approfondir leurs connaissances et acquérir des compétences auprès d'experts à l'étranger. Donc, je vous montre à droite une feuille d'expérience, de rapport d'expérience qui vient de l'Institut de Berlin, qui a été rédigé par une femme qui s'appelait Gisèle Minard, qui était une chimiste assez éminente dans son milieu en son temps. Et il faut savoir qu'à Berlin, en particulier, on a du beau monde qui vient faire ses études dans ces jeunes années, dans les années 30. On a par exemple Sartre, qui vient voilà, à Berlin va faire des études auprès des institutions allemandes. On a également des historiens et des savants qui seront très réputés après la guerre. Là, ils sont à l'époque où ils font leur thèse, donc ils ne sont pas encore forcément très réputés. Mais par exemple, dans les bourses des différents instituts français, on a des gens comme Claude Lévi-Strauss. Voilà, donc on a une époque où ces instituts participent vraiment de la formation de ce que seront les élites intellectuelles françaises de l'après-guerre. Et c'est un rôle qui est assez évident quand on regarde les dossiers des boursiers et voilà les objectifs qu'ils ont au cours de leur séjour. Ils sont là pour acquérir des compétences et pour devenir plus compétitifs face en fait à d'autres pays. Alors son nom m'échappe, mais j'ai lu et je cite dans le livre le rapport d'un chimiste de Bordeaux qui est également envoyé à Berlin pour faire des recherches et des expériences dans un laboratoire allemand. Et il en revient avec de la documentation qu'il envoie consciencieusement au ministère de la Guerre en se disant « ça peut être utile ». Donc voilà, il n'y a jamais tout à fait un désintéressement quand on parle de l'Allemagne à l'époque-là, quoi. Alors, je vous ai cité brièvement la question des tournées de l'opéra et de la comédie française. Là aussi, gros enjeu pour la diplomatie. Et la comédie et l'opéra, évidemment, envoient des stars. Hein. Donc, ils n'envoient pas, en général, pas leur troupe entière, parce qu'il faut bien que l'opéra et la comédie tournent en France, mais ils envoient régulièrement des stars. Et ces stars sont accueillies en grande pompe à l'époque. Hein. Ce sont des personnalités connues. On a une époque où le français est toujours compris par les élites, et donc on joue un français à l'étranger. Et ça ne pose aucun problème. Et évidemment, systématiquement, les troupes sont accueillies alors par les institutions locales, évidemment, et elles sont au centre de dîners de gala dans les ambassades et dans les ministères des pays où ils sont envoyés. Donc il y a un vrai rôle diplomatique pour ces deux institutions, et c'est quelque chose qui dure pendant toute la durée des années 20-30, sans discontinuer, avec un petit resserrement stratégique qui est que dans les années 30, les troupes, en signe de, on va dire, comment dire, de distance, on va dire, vis-à-vis des pays nazis et fascistes, se mettent en fait à bouder ces pays. Donc ils vont voir la Pologne, ils vont voir l'Autriche, ils vont voir les autres pays, mais ils arrêtent de se produire en Allemagne et en Italie. Donc, ce qui est toujours un signe marqueur des relations et des mauvaises relations, on va dire, et de la tension qui croît au fil de ces années. Alors, ensuite, on a la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est une tempête. Je pense que le mot n'est pas trop fort. Et c'est une tempête d'autant plus fort que, en fait, le réseau culturel ne s'y était pas réellement préparé. Donc, quand la guerre est déclarée en 1939, on a, alors pas une panique, ce serait un peu excessif de dire ça, mais on a d'emblée, en fait, des difficultés parce que les instituts
culturels qui se trouvent dans les pays ennemis, d'emblée, eh bien, doivent fermer du jour au lendemain et naturellement, strictement rien n'était anticipé. Donc, le personnel s'en va vite fait et on laisse sur place en fait les archives, les biens et évidemment, pendant la guerre, il y a des pertes. Donc, par exemple, l'Institut français de Vienne qui a fermé en 1939, on a perdu quasiment toutes ces archives et tout ce qui reste pour documenter ces activités avant la guerre, c'est un unique carton de document. Pour documenter 20 ans d'existence, c'est un peu léger. Alors, ce n'est pas le cas partout, heureusement, mais c'est un exemple que je prends pour bien montrer que voilà, il y a eu des petits soucis quand même pour le monde culturel. Donc, au cours des combats, évidemment, d'autres instituts doivent fermer et sont atteints par les combats. Donc, à l'écran, je vous montre un institut qui a été ouvert à Belgrade au début de la guerre et qui a été bombardé. Donc, naturellement, à la fin de la guerre, il faut tout réaménager, tout reconstruire. Et évidemment, quand on est en centrale à Paris, c'est pas forcément beaucoup mieux. En 1940, le service des œuvres et l'AFA ont dû évacuer Paris en catastrophe, en liquidant les dossiers les plus sensibles. Donc là aussi, on a une panne d'information. Et en plus, on sait que les nazis ont encore prélevé des documents parce que il y avait un programme d'évacuation évidemment, mais qui n'est pas allé bien loin puisque la France a été envahie, comme vous le savez, jusqu'à Bordeaux. Et donc les archives ont été sauvées en partie, mais pas complètement. Et par ailleurs, à la Libération, le Quai d'Orsay lui-même a été atteint par les combats, il a été bombardé. Donc on a une aile sur les 3 du ministère qui est partie en fumée. Donc tout ça pour vous dire que à la fin de la guerre, on est dans une situation en fait très compliquée. Il n'y a pas de moyens, les bâtiments et les ressources sont plus rares, et du coup ça traduit bien, on va dire, au niveau de la diplomatie culturelle, le fait que la France est vraiment voilà au plus bas, on va dire. Alors ça, c'était pour les conditions matérielles. Évidemment, à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une rivalité diplomatique qui s'exerce entre les différentes factions, si je puis dire. On a la France de Vichy qui essuyait plâtre en perdant un peu ses bâtiments, en perdant les archives, etc., etc. On a aussi la France libre à côté, sous l'égide du général de Gaulle, qui depuis Londres d'abord, puis de Brazzaville et d'Alger, travaille à constituer une contre-diplomatie pour petit à petit se substituer à Vichy. Et il est assez flagrant de voir que en fait, le général s'appuie au départ sur des personnalités culturelles pour ce faire. Les premiers représentants qui sont envoyés en Amérique pour justement essayer de travailler un peu les Américains et essayer de les rallier à la cour générale, ce sont des écrivains français. Ce ne sont pas des diplomates ou des préfets, ce sont des Français. En Amérique latine, c'est Jacques Soustelle, le directeur du Musée de l'Homme, qui est envoyé pour justement convaincre un par un les ambassadeurs français sur place de se rallier au bon camp et convaincre les gouvernements d'Amérique latine de reconnaître la France libre plutôt que Vichy. Et tout le réseau culturel, évidemment, est assez rapidement tiraillé entre les deux camps. Donc on a des ralliements clair et net. Londres se rallie tout de suite. À New York, on commence par avoir un discours libre, puis ensuite on se rallie au général de Gaulle également. L'Amérique latine se rallie aussi très vite. Et en Europe, c'est plus contrasté puisque Vichy est plus près. Vichy a plus de moyens de pression et on a des situations où on se trouve avec en fait des équipes concurrentes en même temps dans la même ville. Donc par exemple en Espagne, il se trouve que il y a alors en Espagne pendant la guerre, on a un institut à Madrid et un institut à Barcelone. Et à Barcelone, ça vire un peu à la corrida parce que Vichy se pique de renvoyer le directeur de l'institut de Barcelone qui était jugé trop déviant intellectuellement et qui en plus avait des relations pas nettes avec des résistants français qui passaient la frontière des Pyrénées. Je ne vous fais pas un dessin. Et concrètement, quand le directeur est renvoyé, bien en fait le personnel de l'institut fait sécession et démissionne en fait à sa suite majoritairement. Et les familles espagnoles qui avaient placé leurs enfants au lycée français, même chose, font défection et du jour au lendemain retirent leurs enfants. Et on a du coup l'institut officiel qui reste avec les vestiges du personnel qui est resté loyal d'un côté et l'équipe pro-gaulliste, si je peux dire, qui ouvre un institut concurrent en même temps. Donc une situation assez ubuesque où les autorités espagnoles n'ont pas cherché à démêler parce que c'était une époque où il fallait rester prudent encore pour eux. Et donc on a ce face-à-face dans Barcelone qui illustre en fait assez bien ce qui se passe à l'échelle du monde entier. Où évidemment au fur et à mesure Vichy perd du terrain mais n'est pas vaincu avant la libération en 1944.
Alors, en 1945, quand la France est enfin libérée et que le général de Gaulle revient assumer les rênes du gouvernement, on a un vaste travail de refondation parce que les services en France ont été déjà très mal menés et ensuite parce que tout le réseau étranger, lui aussi, doit être à moitié reconstruit. Donc, il y a un gros travail de refondation, d'une part du service des œuvres qui est renommé en direction générale des relations culturelles et qui voit ses équipes multipliées par 5. Donc vraiment une nette volonté politique de réinvestir dans ce secteur et de lui donner encore plus de place qu'il n'avait par le passé. Outre cela, on crée des acteurs supplémentaires pour justement soutenir un peu le rayonnement de la France à l'étranger. Donc notamment l'association de diffusion de la pensée française, dont la vocation est de soutenir l'exportation des livres en français à l'étranger. Et il faut savoir que directement à la fin de la guerre, il y a un effondrement des ventes du livre français. C'est pour ça qu'on crée cette association. Où sur les marchés traditionnels, les marchés occidentaux, il y a une baisse de moitié en fait des ventes de livres français. Parce que déjà à cette époque-là, bien c'est le Libérateur, donc l'américain qui parle anglais, qui déjà est vu comme la nouvelle référence et qui exporte ses premiers biens de consommation. On a aussi la relance évidemment des programmes d'exposition et de différents festivals qui étaient déjà conçus avant la guerre. Donc on a le festival de Cannes qui avait été créé en 1940 mais qui avait été annulé à cause de l'ouverture du conflit. Et on a à la reprise des expositions d'art et d'industrie et les premières tournées de la comédie et de l'opéra qui reprennent dès 1944, alors que la guerre n'est pas finie, en fait, concrètement. On envoie dès 1944 des premières tournées de la comédie auprès des Anglais, auprès des forces de libération en Allemagne. Et très vite, en fait, on essaie de remettre un peu tous ces systèmes de rayonnement sur pied. Outre cela, la France s'investit tout de suite dans la création de l'ONU et de l'UNESCO, dont le siège est symboliquement à Paris. Il faut savoir qu'avant la guerre, la Société des Nations avait déjà un institut de coopération culturelle qui était basé à Paris, mais qui a été occupé par les nazis et qui donc devait être refondé à son tour. Et le maintien de l'UNESCO à Paris, symboliquement pour la France, c'est en fait tenter de faire de la France la capitale culturelle du monde, évidemment. Alors, la reconstruction de l'image, évidemment, ça passe par la reconstruction du réseau. Et donc, on s'attelle tout de suite à essayer de reconstruire les bâtiments qui ont pu être détruits. À Berlin, on avait un institut français abrité dans une villa, en fait, une villa dans un secteur assez chic près du Parlement, près des ambassades. Et tout cela a été rasé indistinctement lors des bombardements de Berlin. Et donc, on décide de la construction d'un nouvel institut plus spacieux, moderne, hein, on est dans un style un peu brutaliste, un peu épuré, typique des années 40-50. Et ce bâtiment, il est inauguré en fait en 1950 directement. Donc ça va très vite. Et d'emblée, en fait, cette nouvelle maison de France, comme on se met à l'appeler, devient le poumon de Berlin. Dans les années 50 encore, Berlin, c'est un champ de ruines. Il faut le savoir. Berlin reste très largement en ruine sous les décombres jusqu'aux années 80-90. Et en fait, ce bâtiment est très nettement on va dire le service culturel le plus spacieux qui existe dans la ville à l'époque-là. Et on a les troupes américaines qui viennent s'y délasser, les troupes anglaises également, les Allemands eux-mêmes y viennent, et c'est un peu, on va dire, le poumon du Berlin libre face au Berlin communiste pendant la guerre froide, en sachant que cette maison de France, elle est vraiment vue comme un service très politique. Elle est la cible d'un attentat dans les années 80 par un extrémiste à la solde de la Stasi. Donc vraiment, il y a une dimension très politique dans la reconstruction de ce réseau et dans l'image que les pays étrangers s'en font, puisqu'ils voient que c'est un service qui a un réel impact en fait sur la vie culturelle et sur le rayonnement du pays. On a des choses qui se passent aussi en Amérique. Donc, vous le savez, les Américains ne nous voyaient pas forcément comme des vainqueurs à la fin de la guerre. Nous avions été admis de justesse à signer l'acte de capitulation de l'Allemagne en 1945, et comme simple témoin, pas comme partie prenante. Et donc, en 1946, on décide d'ouvrir à New York une exposition France Comes Back pour montrer un peu que la France, d'une part, fait partie des pays vainqueurs, et que même si elle était très éprouvée par les combats de la libération, elle a déjà des projets pour se reconstruire, et c'est une façon on va dire, de redresser la tête face aux Américains et également, évidemment, d'attirer les investisseurs. Donc cette exposition, c'est un peu, on va dire, le symbole de la reprise des bonnes relations entre la France et les États-Unis après la guerre.
On a aussi des problèmes, on va dire, en Europe et en France, parce que les communistes, évidemment, se présentent, on va dire, comme les grands vainqueurs de la guerre. Ils essaient de faire croire cela, et ils essayent aussi de se faire passer pour des grands pacifistes. Donc, on a toute l'élite européenne qui se fait un peu avoir par ce discours fallacieux, et on a notamment Picasso donc, qui dessine la colombe de la paix, que tout le monde connaît, qui a été reprise par l'ONU, mais qui au départ, on le sait peu, a été dessinée pour les congrès de paix montés par l'URSS. Donc, ce qu'on fait en réponse, c'est qu'on crée en 1952 l'association Paix et Liberté à l'initiative d'un député avec la caution officieuse du gouvernement pour justement essayer de dessiller les yeux des élites françaises et européennes et essayer de faire en sorte que ces mouvements de paix eh bien, soient replacés dans à leur juste place comme des mouvements de propagande en fait, en réalité. Et donc, Paix et Liberté a voilà l'image que vous avez à droite, une idée assez drôle qui est de détourner la colombe de Picasso en char d'assaut. Donc voilà, on a une machine de la paix qui fait poum poum. Voilà, c'est très drôle et en même temps c'est assez révélateur des combats idéologiques qui animent les années 40 et 50. Et évidemment, on est dans le domaine de l'image, on a aussi la même chose dans le domaine de la propagande avec de la presse et des essais politiques et intellectuels qui se battent et se répondent entre eux. Donc c'est une époque extrêmement compliquée, on va dire, à l'époque-là. Et en plus, les communistes font un peu on va dire, leur chou gras sur notre dos à cause des conflits coloniaux, quoi. Puisqu'on s'enlise dans la guerre au Vietnam, puis on s'enlise dans la guerre en Algérie, et naturellement, les communistes, farouches partisans de la liberté des peuples, se rengorgent et profitent de ces conflits pour nous attaquer comme puissance impérialiste, comme puissance colonisatrice, etc. Et donc, à la fin de la 4ème République, c'est un peu la crise. D'une part parce que voilà, on a des affaires qui sont très mauvaises internationales, et parce que sur le sol national même, le régime est quand même devenu assez impopulaire à cause de son incapacité à gérer différentes crises. Donc quand le général de Gaulle revient au pouvoir et crée la 5e République, en fait, il y a une vaste opération de réforme et de reprise en main de ce secteur à nouveau, quoi. Donc on a un virage très net avec la création de nouvelles institutions. Donc dès 1959, un ministère de la Culture, avec à sa tête Malraux, donc un grand intellectuel qui est vraiment chargé en fait de soutenir le gouvernement de la France par son action personnelle, pas forcément par l'action du ministère, mais par son action personnelle. Donc il multiplie les visites à l'étranger. Il va, si je ne me trompe pas, 2 fois en URSS et une dizaine de fois aux États-Unis. Et il est également appelé régulièrement pour d'autres affaires en Afrique, en Amérique latine. Par exemple, c'est l'un des ministres habilités à signer certains traités pour prévoir, on va dire, régler les détails des indépendances avec les pays africains. Il est par exemple envoyé de mémoire au Gabon. Et également en 1959, on a le ministère de la Coopération. Donc là, un ministère chargé des relations culturelles et du développement dans les anciens pays colonisés par la France, donc essentiellement en Afrique, mais pas que. On a aussi le Vietnam, et peu à peu, à partir des années 60-70, on voit d'autres pays hors de l'ancien domaine colonial français s'y ajouter. Et ce ministère va devenir, on va dire, un peu concurrent des affaires étrangères, puisqu'il embrasse un peu les mêmes thématiques, les relations culturelles, le Quai d'Orsay le fait déjà, mais en se réservant toute une série de pays. C'est ce qu'on va appeler les pays du champ, dans le vocabulaire, le vocabulaire technique et médiatique de l'époque. Outre cela, on a les premiers pas de la construction de la francophonie, avec en 1960 les premières réunions de ministres francophones dans le domaine de l'éducation. Et ces premières réunions, elles vont déboucher dans les années 70 avec la création de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie. Donc une organisation qui réunit les pays francophones dans le but de maintenir un lien privilégié entre la France et l'ensemble des pays francophones. En sachant que cette initiative, au départ, elle est le fait elle n'est pas le fait de la France, elle est le fait de pays anciennement colonisés. Donc il y a la Tunisie, le Sénégal, etc. Donc c'est une initiative qui vient de l'extérieur et pas de la France au départ. Même si évidemment la France y tient un rôle majeur, bien entendu.
En 1965, le général de Gaulle nous fait sortir du commandement intégré de l'OTAN, et ça c'est un marqueur de rapprochement avec l'URSS qui autorise la réouverture dans les années suivantes d'instituts qui avaient été fermés au début de la guerre froide, notamment à Cracovie et à Varsovie, où on avait deux instituts florissants et qui du jour au lendemain ont été fermés et réduits à de simples bibliothèques de prêt. Et évidemment, on se met aussi à avoir des grandes expositions bilatérales avec l'URSS, chose qui était relativement compliquée avant et qui devient beaucoup plus facile en fait, parce que Malraux noue des liens directement avec son équivalent russe, Ekaterina Foursteva, et du coup, on se met à avoir des grandes expositions avec 20 ou 30 musées soviétiques qui prêtent régulièrement en France. Autre réforme plus propre, cette fois-ci au Quai d'Orsay, c'est qu'on voit apparaître dans les services culturels des ambassades des conseillers techniques en 1969. Alors, ces conseillers techniques, en fait, ils sont chargés de toutes les questions liées aux équipements. Donc, conseil à des autorités locales pour l'achat de TGV, par exemple, c'est ce qu'on voit en Allemagne au détriment des Allemands. Conseil pour créer des routes, conseil de façon générale pour l'équipement et le développement. Et donc, ces conseillers techniques étaient assez rares avant 69 et à cette époque, ils se généralisent là encore. Donc, je vous le disais, on a Malraux, que vous voyez ici à gauche, qui se rapproche de son homologue russe. Donc, vous la voyez à son côté, donc Madame Foursteva, donc la ministre russe de la Culture, lors d'une visite au Louvre. Donc, cette image, elle est là pour montrer que, outre ces réformes, en fait, et ces évolutions au cours du mandat du général de Gaulle, eh bien, amènent à l'émergence en fait de ce qu'on appelle encore aujourd'hui la doctrine de la puissance d'équilibre. Puisque la France, après-guerre, ça c'est pas un mystère, n'est plus une puissance dominante, parce qu'elle a perdu la guerre, elle a été battue à pas de couture, son empire colonial s'effiloche au fil des années jusqu'en 1960, et de fait, la voie pour assurer l'avenir de la France internationale, c'est d'adopter le parti d'être la puissance intermédiaire, la puissance, on va dire, pivot entre les États-Unis et le monde soviétique. Et donc, cette doctrine, c'est la doctrine qui prévaut jusqu'à la fin de la guerre froide et qui permet de comprendre pourquoi est-ce que De Gaulle et ses différents assistants, Malraux à la culture ou Couve de Murville aux affaires étrangères, mettent en œuvre les réformes que je viens de vous expliquer. C'est l'émergence de cette doctrine qui reste en œuvre et qui n'est pas désavouée par ses successeurs, ni Pompidou, ni Giscard, ni Mitterrand, qui pourtant n'étaient pas du même bord politique. Donc vraiment une doctrine qui est en fait la doctrine du bon sens et pas une doctrine idéologique. Alors, je vais vous montrer donc encore une fois donc ce rapprochement avec l'URSS, avec une belle affiche sur voilà une vaste rétrospective de la peinture soviétique qui a lieu au Grand Palais. Donc une structure créée par Malraux expressément pour être la vitrine de la culture française dans les années 60 et qui très vite se met à accueillir des expositions de musées russes ou d'artistes russes. Et ces expositions sont évidemment très observées et très suivi. Donc vraiment, c'est, on va dire, le moment où on voit que les expositions d'art, les expositions officielles ont vraiment un caractère très diplomatique. Et à partir des années 60, justement, on voit les musées s'en emparer, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, ou alors de façon assez réduite. Et à partir des années 60-70, on a justement les grands musées qui se mettent à faire des grandes expositions, soit dans leurs murs, soit à l'étranger, avec une optique vraiment diplomatique. C'est aussi l'époque où on prête la Joconde. Hein, j'en ai parlé au début en parlant de la couverture. On prête la Joconde 2 fois, en 63 aux États-Unis et en 74 au Japon et en URSS de façon un peu plus diplomatique parce que les Russes ont exigé lors du vol de retour de la Joconde qu'elle fasse un arrêt à Moscou. Sinon, elle n'avait pas le droit de traverser l'espace aérien. Donc voilà. Donc un peu voilà les Russes nous ont un peu forcé la main pour que la Joconde fasse une escale à Moscou. Mais quoi qu'il en soit, ça vous montre que c'est l'époque où on pense vraiment l'art et la culture et nos musées comme un outil diplomatique. Ce qui n'était pas forcément le cas aussi clairement que ça avant, quoi. On a également donc la notion d'exception culturelle qui apparaît dans les années là. Alors, l'expression exception culturelle ne se trouve qu'à partir des années 90 quand on crée l'Union européenne. Mais
d'un point de vue pratique, ça existe déjà avant, bien évidemment, notamment face au cinéma américain. Les Américains en 1945 sont très désireux que nous supprimions tous les quotas pour que tous leurs films se déversent chez nous au détriment de nos productions. Et évidemment, c'est là que la pratique de l'exception culturelle apparaît en réalité, puisqu'on négocie avec eux qu'il y aura d'emblée un temps sur les ondes réservé à la production française, que ce soit pour le cinéma ou pour la musique. Et donc le quota actuellement, il est de 40% réservé à la production française. Et ça, c'est une constante depuis en fait, voilà, les années 40 où on a affirmé cette exception pour justifier d'une part que l'État avait son mot à dire dans la création et pouvait donc l'encourager, et d'une part pour justement bien voilà, réfréner un peu la domination américaine dans ce domaine. Alors, on a ce réflexe, on va dire, un peu défensif, mais on reste quand même assez offensif quand même dans la promotion de nos artistes. Donc, je vous montre à droite une photo de Bernard Buffet lors d'une exposition. Donc, toutes les gloires artistiques de la France à l'époque-là sont promues par la France, évidemment. Elles sont invitées à faire des tournées à l'étranger, on les expose, et évidemment, les grandes expositions qui peuvent avoir lieu, les grandes expositions diplomatiques, cherchent à les mettre en valeur. Au Grand Palais, en 1969, il y a une exposition Chagall, par exemple, donc une vaste rétrospective pour l'artiste qui est d'origine russe. Et après cette exposition, bien la ministre de la Culture russe, en fait, finit par inviter carrément Chagall à revenir en Russie, alors qu'il en était exilé depuis une cinquantaine d'années quand même. Hein. Donc ça vous montre que ces expositions ont réellement une utilité pour les artistes. C'est aussi l'époque où évidemment on a une école française qui se développe dans le cinéma, avec notamment donc voilà, les grandes comédies. Hein. Donc là je vous montre Louis de Funès jouant l'avare, et ces comédies, bien encore maintenant, c'est un peu ce que nous faisons de mieux, on va dire. C'est ce qui a le plus de succès. Et elles permettent là aussi de voir l'affirmation de grandes stars qui sont invitées à l'étranger et qui sont connues un peu partout dans le monde. Le cinéma français reste aujourd'hui extrêmement apprécié à l'étranger des grands connaisseurs, hein, évidemment, puisque nous sommes très portés sur l'art et l'essai. Et nous avons plusieurs festivals de cinéma qui sont créés au cours des Trente Glorieuses pour justement promouvoir ce cinéma français à l'étranger. Donc des festivals qui sont créés en Italie, en Australie, aux États-Unis, sans oublier le festival de Cannes qui poursuit sa route avec le succès que vous connaissez tous ici. Donc, on a également l'usage du patrimoine de façon générale pour des événements diplomatiques. Donc, à gauche, je vous montre un sommet du G7 à Versailles dans les années 80, donc avec un grand banquet d'État dans la Galerie des Glaces. Donc, c'est quelque chose qu'on continue de voir régulièrement, pas tous les ans, heureusement pour le château, mais régulièrement. Et ces grands événements très politiques peuvent avoir lieu donc à Versailles, mais également dans d'autres structures. On en voit aussi au Louvre, on en voit aussi plus ponctuellement dans des châteaux en province. Et c'est donc l'époque où on utilise vraiment le patrimoine pour rapprocher les pays. Je vous montre aussi à droite donc l'exposition Ramsès le Grand qui a lieu au Grand Palais en 1976. Ça, c'est, on va dire, le couronnement d'une vaste entreprise pour renouer la relation franco-égyptienne après la crise de Suez. Donc la crise de Suez en 1957, où donc on essaye de reprendre le contrôle du barrage que Nasser avait on va dire, exproprié. Et donc dans les années 60-70, on renoue le fil en fait en proposant à l'Égypte de devenir le fer de lance du sauvetage des temples de Nubie, qui sont menacés par la création du lac Nasser, donc avec son barrage qui barre le Nil et qui crée une énorme réserve d'eau à cheval sur l'Égypte et le Soudan, et qui met en péril en fait toute une série de plusieurs dizaines de temples dans la région qui sont menacés de submersion. Et la France, en fait, s'érige en pilote pour justement sauver la plupart de ces temples et monter grâce à l'UNESCO, qui devient, on va dire, le service coordinateur des opérations, on va dire, parvient à mettre en œuvre toute une vaste opération pour justement sauver ces temples sur une dizaine d'années. Et donc, en 1976, le remerciement de l'Égypte, c'est de nous envoyer Ramsès le Grand en exposition en France, en sachant que au passage, la momie du roi est accueillie sur le tarmac par une aide d'honneur de la garde républicaine comme un chef d'État en exercice. Donc voilà, petit détail assez savoureux, mais qui montre bien que voilà, autour de ce patrimoine, on a quand même des vraies questions internationales qui peuvent se jouer parfois.
Donc la comédie et l'opéra, de leur côté, prospèrent. On a quelques scandales liés à l'opéra néanmoins, puisqu'on a notamment des réfugiés soviétiques qui s'installent en France et qui rejoignent la troupe du ballet de l'opéra dans ces années-là. Donc on avait déjà Serge Liffard, par exemple, d'origine, si je ne me trompe pas, biélorusse, qui s'était enfui avant-guerre et qui est donc le maître du ballet dans les années 60-70. Et on a évidemment, j'ai oublié, c'est pas grave. Et on a également Nureyev, donc le grand danseur des années 60, qui se réfugie en France lors d'une tournée croisée entre l'opéra et le Bolchoï, et qui à la fin de la tournée en fait refuse de partir. Donc petit incident, mais qui vous montre là aussi qu'il y a des enjeux liés en fait à l'opéra, où il s'agit plus seulement à l'époque-là d'envoyer nos chanteurs et nos danseurs en tournée pour apporter, on va dire, de la notoriété à l'institution, on a pas vraiment besoin, mais qui s'inscrit dans une relation bilatérale. Maintenant, on fait des tournées croisées. On envoie l'opéra à Moscou, en miroir. En même temps, le Bolchoï vient à Paris. C'est quelque chose qui s'automatise en quelque sorte à l'époque de Gaulle et qui se répète ensuite dans les années 70 et les années 80. Alors ça, tout ça, c'était des domaines très artistiques, très littéraires, mais on a plein d'autres domaines qui en fait apparaissent en parallèle. Je vous ai parlé des conseillers techniques qui apparaissent en 69, et bien justement, suite à la création de ce statut, on a plein d'autres domaines qui sont on va dire, proposés aux partenaires de la France à l'étranger. D'une part, on a une démultiplication des missions archéologiques. Donc, ces missions archéologiques, il y en avait, on va dire, une quinzaine avant la guerre. Et le Quai d'Orsay n'était pas forcément dans la boucle pour organiser les fouilles et nouer des partenariats. Après-guerre, là, à l'inverse, eh bien, ça se multiplie. Le Quai d'Orsay est systématiquement pilote. Il y a une commission des fouilles qui se met en place sous la co-tutelle des Affaires étrangères et du CNRS pour justement prévoir où vont les missions d'archéologues français, quelles subventions elles ont et savoir un peu comment on s'arrange avec le pays local pour se répartir la possession des biens trouvés. Donc, après la guerre, on a une floraison comme ça de différents services archéologiques français à l'étranger et on couvre dans les années 80 70 pays dans le monde, ce qui est un réseau déjà extrêmement large. On a d'autres choses, évidemment, avec un rayonnement de type architectural, notamment parce qu'on a les instituts français qui continuent de se multiplier et également les alliances françaises qui se multiplient. Donc, je vous l'ai dit, en 1900, elles étaient 400. À la fin du XXe siècle, elles sont un millier. Et donc, à chaque fois, soit on achète des biens, soit on construit de nouveaux bâtiments. Et c'est notamment le cas en Amérique latine où on a une politique très vigoureuse de création d'alliances françaises au cours des années 50 et 60 et où systématiquement, on va dire plutôt dans la plupart des cas, on construit un nouveau bâtiment, donc dans le style moderne de l'époque. Donc on a un réel rayonnement technique aussi par ce biais. On a des sujets aussi plus scientifiques. Par exemple, là, je vous montre la présentation à une ambassadrice qui, par ailleurs, est chartiste à l'origine, qui s'appelle Madame Pozzo di Borgo, oui, madame, je ne vous ai pas vu, oui, donc qui est présente dans la salle et à qui on présente en fait une torpille d'observation des courants marins. On est dans un pays d'Amérique centrale et donc on est dans un cas où en fait la France s'associe à un autre pays pour justement surveiller un peu l'évolution des courants marins. On a le Gulf Stream qui passe pas loin, donc il y a un lien évident avec les soucis climatiques et évidemment cette coopération scientifique, c'est quelque chose qui se voyait un tout petit peu avant par des échanges d'enseignants et de chercheurs. Et là, on passe vraiment à de la collaboration brute. On a des chercheurs de nations différentes qui travaillent ensemble dans des mêmes laboratoires. Donc, je vous montre ici un de ces exemples de laboratoire. Donc, dans le domaine scientifique, il y a plusieurs réseaux qui cohabitent maintenant. On a le réseau Pasteur qui coordonne différents hôpitaux et laboratoires médicaux dans le monde et qui a pris bien comme saint patron, si je puis dire, donc Pasteur, donc l'inventeur du vaccin que nous connaissons tous ici. Et ce réseau qui totalise de mémoire une quarantaine d'établissements dans le monde, en fait, eh bien, il a été créé au cours des années 70 et il est
extrêmement important en fait dans la veille au niveau mondial pour la surveillance des épidémies et l'étude des traitements. Et par exemple, pendant la dernière pandémie de Covid, ce réseau Pasteur en fait surveillait justement la progression de l'épidémie dans les zones où les établissements étaient répartis et ont également analysé les premières propositions de vaccins qui ont été faites. Donc c'est un réseau qui est extrêmement important. On a aussi d'autres réseaux de laboratoires liés à d'autres questions plus agronomiques ou industrielles. Je pense par exemple au centre de recherche et d'aide au développement, donc le CIRAD, qui a plusieurs antennes à travers le monde et qui est spécialement dévolu à la recherche en matière de faune, de flore, de ressources naturelles et dans le but de trouver des applications agronomiques et industrielles. Donc c'est quelque chose qui est également sous le pilotage indirect du Quai d'Orsay, c'est un opérateur de l'État. Et on a également tout le réseau de ce qu'on appelle les IRD, donc les Instituts de recherche et de développement, qui eux sont des créations au départ dépendant du ministère des colonies et de l'outre-mer et qui ont naturellement ensuite se sont autonomisés par rapport à ces questions et que les affaires étrangères ont repris et qui permettent en fait d'avoir de nombreux échanges étudiants dans des pays d'Afrique principalement et qui justement en fait permet d'avoir un réel travail d'étude des populations et de sensibilisation des populations à toutes les questions écologiques actuellement, quoi. Alors, pour arriver à la fin du siècle, parce que mine de rien, je dépasse déjà mon horaire, donc en fin de siècle, donc, le constat est un peu plus en demi-teinte, parce qu'en dépit de toutes ces réalisations, de tous les domaines dans lesquels le Quai d'Orsay et ses différents partenaires ont pu s'illustrer, on arrive dans une période de crise. Avec quand même quelques succès. On a l'Union européenne qui se crée à cette époque-là, et on a notamment Jack Lang au ministère de la Culture qui a des idées qui sont pleines d'avenir et qui le met en œuvre en commençant par les mettre en place en France et ensuite en les étendant à l'Union européenne et après l'Union européenne au reste du monde. Donc on a les journées du patrimoine qui sont une initiative franco-grecque au départ et qui sont adoptées très rapidement par les autres pays européens puis par d'autres pays à travers le monde. Donc par exemple, il y a 2 ans, dans le cadre de mes fonctions, j'ai été sollicité par notre ambassade au Paraguay pour justement trouver des ressources à présenter lors des journées du patrimoine au Paraguay. Donc voilà, ça vous montre un peu le rayonnement des concepts français. Même chose avec la fête de la musique, elle est fêtée aussi à Pékin aujourd'hui. Et comme ça, on a plusieurs succès qui entretiennent, on va dire, le succès et la force d'innovation de la France, mais sur un fond structurel qui, lui, est beaucoup plus négatif, en fait. Parce qu'au cours des années 90, on a une crise budgétaire assez importante qui se met en place, qui va durer, grosso modo, de 93 à 2018, et qui conduit, en fait, à retrancher une part du budget extrêmement importante. Ce qui est bien qu'actuellement, le réseau des instituts culturels n'est plus que partiellement financé par la France. On leur demande de faire appel aujourd'hui au mécénat, quoi. Et même chose, on a des critiques assez importantes contre la francophonie et contre le ministère de la coopération parce qu'on les accuse un peu d'être des instruments français post-coloniaux et on juge en outre qui ne sont pas assez durs face aux régimes despotiques qui peuvent exister en Afrique et avec lesquels on continue de travailler consciencieusement, sans soucier des droits de l'homme. Donc ces critiques aboutissent à différentes réformes. Donc la francophonie déjà est réformée en son sein. Le ministère de la coopération, lui, est supprimé et ses effectifs sont reversés dans ceux des affaires étrangères, ce qui évidemment désorganise un peu les troupes et amène de lourds questionnements, surtout en période de resserrement budgétaire. Et en outre, les opérateurs du ministère eux-mêmes sont également réformés dans les années 2000. On a l'AFA, par exemple, qui connaît 3 réformes successives dans les années 2000. Donc une première fois où elle est fusionnée avec l'Association pour la diffusion de la pensée française, une deuxième fois où elle est refusionnée avec encore un autre organisme, et une troisième fois, enfin, en 2010, où elle reçoit son nom actuel qui est l'Institut français.
Donc l'Institut français au singulier, le but étant on va dire, de lui faire chapeauter de façon plus explicite l'ensemble du réseau à l'étranger. Ce qui n'est juridiquement pas le cas. Elle n'a pas de tutelle sur les instituts à l'étranger. Ce sont les ambassadeurs qui ont la tutelle sur ces instituts. Mais d'un point de vue d'affichage, ça semblait mieux d'avoir une structure, un opérateur chargé de ce suivi qui avait le même nom. Parce que nos rivaux à l'étranger avaient eux-mêmes adopté ce parti et ça marchait. On a par exemple le Goethe Institute pour les instituts allemands ou le British Council pour les Anglais. Et pour eux, de la tête de leur capitale jusque sur le terrain, c'est le même nom. Donc ça semblait un peu bizarre qu'en France, on n'ait pas le même nom pour la structure qui était censée chapeauter leurs activités. On a également, qui va de pair avec les soucis budgétaires, on a un resserrement des subventions allouées aux associations. Ce qui signifie que l'Alliance française elle-même a dû revoir sa copie et baisser le nombre d'antennes qu'elle avait auparavant. Donc en 2000, on a 1 millier d'antennes de l'Alliance française dans le monde. On est obligé de les baisser à 800 parce que les contraintes budgétaires imposaient en fait de revoir la copie. Et donc, sur ces 800 alliances françaises qui subsistent, nous en subventionnons encore la moitié. Le reste, comme depuis les origines, heureusement pour l'Alliance française, vient du mécénat. Mais ça vous montre qu'il y a une vague générale dans les années 90-2000 de réformes, et de réformes qui sont parfois vécues assez douloureusement par les principaux intéressés, évidemment. Donc aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. On a arrêté avec le train des réformes, et on a aussi arrêté avec les réductions budgétaires, ou en tout cas de façon beaucoup plus modérée. Et on est dans une phase où la consigne est de réarmer la diplomatie, pour paraphraser un peu ce qu'a pu dire le président de la République. Donc ce réarmement, en fait, eh bien, alors ça, ce sont les choses que je vous ai un peu décrites sur toutes les réformes et les restrictions, mais ça, du coup, je peux passer. Voilà, ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'on a un peu arrêté avec les réformes et toutes ces difficultés, en fait, il faut bien se rendre compte que toutes ces réformes, même si elles peuvent avoir l'air un peu effrénées, un peu irrationnelles à cause des contraintes budgétaires, en fait, elles sont saluées à l'étranger parce que les observateurs étrangers trouvent qu'on a réussi un tour de force en préservant l'essentiel de nos réseaux culturels tout en réduisant leurs coûts. Et du coup, nous sommes assez admirés pour ça. Et par ailleurs, on s'est rendu compte que d'autres pays s'étaient mis à nous imiter. Il y avait déjà quelques cas avec l'Allemagne et l'Angleterre qui avaient commencé aussi, mais à un régime beaucoup plus réduit que le nôtre. Par contre, on a par exemple la Chine, qui est entrée sur la scène dans les années 2000 et qui s'est mise à développer son propre réseau d'Institut Confucius. Et en 20 ans, ils ont réussi à en ouvrir quand même un petit millier, donc quasiment autant que l'Alliance française. Ce qui montre un peu que en fait, la France est, à leurs yeux, en fait, le modèle, j'ai envie de dire. Ils ont vu quel était l'intérêt de ce réseau et ils essaient de le copier. Alors, malgré cette concurrence, le réseau français reste le plus important au monde actuellement, avec plusieurs centaines de centres de toute nature, culturels, scientifiques, archéologiques, etc. dans le monde, et un nombre de personnels affectés à la gestion de ces centres qui est extrêmement important. On est quelque chose de l'ordre de 15 000 personnes. Donc c'est vraiment le principal réseau culturel au monde, et c'est vraiment quelque chose qui garantit aux yeux de l'étranger notre expertise, et quelque chose qui fait que en 2018, on était toujours considéré, malgré les réformes qui venaient d'être traversées, comme le pays le plus influent au monde. Donc c'est on va dire un acquis sur lequel il ne faut pas qu'on se repose, évidemment, mais un acquis qui permet justement de se dire que dans le contexte où nous savons que notre puissance, notre hard power décline face à d'autres pays qui montent ou qui continuent de monter, que en fait, il ne faut surtout pas que nous délaissions notre soft power. Et donc c'est quelque chose pour lequel je reviens sur le Louvre Abu Dhabi, puisque Madame la directrice en avait parlé en introduction. Donc le Louvre Abu Dhabi, c'est typiquement l'exemple qui montre que nous restons en fait la référence dans le secteur culturel, puisque le Louvre Abu Dhabi, donc en fait, c'est un projet qui est né donc il y a maintenant, mon Dieu, une quinzaine d'années, et qui en fait visait à ouvrir un musée universel
digne du Louvre dans les Émirats. Et pour ce faire, on n'est pas allé voir le British Museum ou les musées allemands, on est allé voir la France. Donc c'est signifiant en soi, et ça veut dire que en dépit des difficultés, en dépit des restrictions budgétaires et des restrictions de moyens qui ont affecté le réseau, nous restons quand même une puissance qui compte dans le monde culturel. Et il est extrêmement important que maintenant on retrouve, on va dire, une ligne de conduite, comme ça pouvait être le cas dans les années 30 face aux autres pays rivaux, par exemple, pour justement préserver la place de la France et préserver son aura et donc sa capacité à innover et à garder son rang en fait par rapport à son histoire récente et moins récente. Donc tous ces multiples objectifs, évidemment, ça veut dire concrètement en fait qu'il faut préserver notre identité face aux problèmes identitaires, donc les extrémismes, les fanatismes. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir le courage de ne pas forcément abandonner le terrain. Donc par exemple, on sait que quand il y a des coups d'État en Afrique en général, on évacue les services et évidemment les services culturels ne font pas exception. Sauf que les services culturels sont plus exposés parce que eux en général ils n'ont pas des gendarmes à l'entrée pour empêcher les émeutiers d'entrer. Donc ça suppose de mettre plus de moyens et accessoirement nous sommes l'un des pays qui participe le plus au développement des pays émergents, des pays de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde et concrètement cette aide au développement aujourd'hui elle est d'un intérêt majeur, puisque évidemment le développement, s'il n'est pas culturel, fait partie des leviers pour assurer l'aura d'un pays. Et en Afrique, on a aujourd'hui la Russie, on a la Chine, on a aussi d'autres pays auxquels on ne s'était pas attendu par le passé, comme la Corée ou encore la Hongrie. Donc c'est quelque chose qui vraiment est quelque chose de très important. Et puis évidemment, il y a tous les sujets de société actuels, l'écologie, voilà, tout cela, qui justement commence à être diffusé par ce réseau culturel à l'étranger dans le but de sensibiliser les populations. Donc c'est vraiment un outil pour un peu sensibiliser les opinions et faire bouger les idées dans l'esprit de nos partenaires. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et puis si il nous reste encore un peu de temps malgré mon gros dépassement sur l'heure, je suis prêt à répondre aux questions. Ah. Oui, alors attendez, il va y avoir un micro. Oui, merci pour votre conférence. Donc là, on a parlé du côté culturel, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une concurrence au niveau, donc depuis 10 ans, du numérique, donc les réseaux sociaux, via par exemple des applications comme TikTok, etc. Et aussi, donc là je pense par exemple Gala qui a diffusé le repas d'État de Charles III, par exemple, qui a fait fureur avec 9 millions de vues. Et par exemple aussi, je parle aussi du sport. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence pour les budgets, pour l'influence du sport? Par exemple, le Qatar qui avait misé à fond sur la Coupe du Monde, et là on mise à fond sur les Jeux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans les futures décennies, une concurrence avec le sport, les réseaux sociaux, etc. Voilà, merci. Alors effectivement, là je me suis concentré pour ma présentation vraiment sur le secteur culturel, mais je parle un petit peu du sport dans le livre, un petit peu parce que le sport, on va dire, ça contribue à l'image de la France, mais c'était pas tout à fait l'objet. Mais évidemment, il faut en parler un petit peu. Et très clairement, la France, en matière de diplomatie sportive, parce que ça aussi ça existe, la diplomatie sportive, la France, en fait, ces dernières décennies, c'est très mal débrouillé. Donc concrètement, si, ça, c'est un constat qui a été fait par d'autres diplomates que moi. Concrètement, en fait, là, il y a, on va dire, l'ambition de revenir un peu dans le jeu avec les Jeux de Paris, donc cette année. Évidemment, voilà, ça faisait un siècle qu'on n'avait pas accueilli les Jeux Olympiques, voilà, les principales épreuves. On avait déjà accueilli des Jeux d'hiver dans les années 60 et depuis plus rien. Donc, avec la diplomatie sportive, il y a un vrai travail de reconstruction un peu d'une crédibilité, d'une image internationale, en sachant que voilà, c'est totalement indépendant des succès de nos athlètes sur le terrain, évidemment. Là, il s'agit vraiment de négociations avec la fédération sportive, avec le comité olympique, etc. Et tout l'enjeu, en fait, là-dedans, c'est moins
on va dire de remporter des succès lors des épreuves que de réussir en fait à convaincre les responsables en fait de ces différentes structures de notre crédibilité et de ce que nous on peut apporter d'autre par rapport à nos concurrents. Donc là c'est là que le bas a blessé jusqu'ici. Après, comme c'est un domaine que j'ai moins étudié, je ne m'aventurerai pas à plus de conclusions que ça, mais évidemment, oui, c'est tout un enjeu. Et pour votre premier point sur le numérique, là aussi, j'en parle un peu dans mes derniers chapitres, effectivement, sur la fin du siècle et les défis du XXIe siècle. C'est un vrai défi, en sachant que nous partons assez mal dans ce domaine, puisque Internet, le concept d'Internet a été inventé par un Français, sauf que malheureusement, ce sont les Américains qui ensuite l'ont développé et construit. Donc, il y a plusieurs inconvénients techniques à cela. C'est que d'une part, comme ce sont les Américains qui l'ont construit, du coup, tout le vocabulaire technique est en anglais. Déjà, donc ça part mal pour le français. Et ensuite, comme ce n'est pas la France ni l'Europe d'ailleurs qui ont développé Internet, et ça veut dire qu'en fait nous sommes davantage clients qu'entrepreneurs sur le sujet. Et donc, en réalité, nous subissons les produits importés de l'étranger davantage que nous n'avons à proposer. Et ça, ce sous-investissement dans le numérique, c'est quelque chose qui est dangereux pour l'avenir, bien évidemment, puisque nous le voyons tous les jours avec toutes les applications qui se multiplient pour assurer même les services publics de base, l'état civil, etc. Le jour où quelqu'un où quelqu'un se rendra compte que nous sommes vulnérables si nous perdons ces outils, évidemment, ça risquera de poser problème. Et par ailleurs, la Chine, vous avez cité ici les TikTok, la Chine a bien compris, elle, l'enjeu, et justement investit depuis maintenant une dizaine d'années massivement pour justement faire en sorte d'avoir son propre domaine numérique et pas laisser la part du lion aux Américains. Donc c'est vraiment là aussi un enjeu de souveraineté, mais un enjeu pour lequel, pour le moment, nous avons complètement sous-investi. Et ça, c'est un constat basique. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, merci. Merci pour votre synthèse. Dans le prolongement, vous êtes venu évidemment assez souvent sur le sujet, c'est sur l'avenir de la langue française. Quel est dans ce panorama assez compliqué, disons. Qu'à votre avis, quel est un peu l'avenir de la langue française ? On avait un président qui inaugurait une sorte de musée de la langue française, si on peut l'appeler comme ça, à Villers-Cotterêts. Les musées, bon, en général, c'est du passé. Donc, voilà, est-ce que vous avez travaillé un petit peu sur cet avenir ? Je remarque, puisque nous sommes dans les diplomaties, que par exemple, on savait très bien que le français était la langue de la diplomatie depuis fort longtemps, qu'encore, je ne crois pas que les textes aient changé, mais normalement, quand un traité international est bilatéral, etc., est signé, normalement, il doit être traduit en français. Je me suis aperçu qu'actuellement, il n'y en avait pas 2 sur 10 qui étaient traduits en français. Ce qui, en effet, d'ailleurs, est contraire normalement à ce qui avait été signé de façon internationale. Donc, c'est un petit exemple, vous voyez, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cet avenir de la langue française ? Alors, pour l'avenir, c'est difficile à dire parce que je ne suis pas la Sibylle, mais bon, c'est clair et net que sur le terrain de la langue, nous avons perdu la bataille en 1945, très, très, très clairement. Nous avions déjà eu, on va dire, un coin de notre flanc en 18 quand les Américains étaient arrivés la première fois, où ils avaient justement imposé que le traité de paix, traité de Versailles, soit bilingue, et pas seulement en français comme c'était le cas en général au XIXe siècle, donc c'était bilingue. Ça a suscité d'ailleurs une réaction de l'Académie française à l'époque qui s'est justement insurgée contre cette apparition de l'anglais aux côtés du français. Et après 1945, eh bien, la tendance s'est accélérée drastiquement. Donc dès les années 50, on constate au Quai d'Orsay dès les années 50 que la bataille est perdue. Donc on essaie d'y remédier, mais comme nous le voyons tous, a fortiori avec Internet, la bataille est perdue de ce point de vue-là. Donc nous gardons quand même
une certaine importance, hein, puisque nous sommes, on va dire, l'une des langues quand même les plus parlées dans le monde, hein, entre les pays francophones de l'ancien domaine colonial, la Belgique, et, l'ancien Congo belge, etc. On reste quand même une langue de poids dans le monde, mais pas la principale. Ça, c'est clair et net. Et il est assez probable en fait que l'aura du français un jour se limitera aux pays francophones. Effectivement, oui. Alors que encore maintenant, ça peut arriver qu'on ait, on va dire, un certain prestige de la langue dans les pays européens ou les pays d'Amérique et tous les pays qui ont encore une forme d'admiration pour ce qu'est la culture française. Mais dans l'avenir, entre l'anglais et le chinois, évidemment, il y a des chances que cette aura diminue un peu d'un point de vue linguistique. Et ça, c'est certain. Maintenant, je ne saurais pas vous dire dans quelle temporalité, dans quel espace, etc. Ça, je ne suis pas encore prophète. Et pour ce qui est des traités, votre remarque me surprend un peu plus parce qu'il se trouve que j'ai justement été chargé de la conservation des traités. Et donc, je les voyais arriver et à dire vrai, la plupart des traités sont bilingues quand on les reçoit aux affaires étrangères. Donc je ne sais pas par quel biais vous les voyez, mais ceux qu'on reçoit aux affaires étrangères sont bilingues, hein, assurément, en grande majorité. Oui, mais voilà, mais moi j'ai des sous la main, donc. Alors après, ces questions très pertinentes. Moi, c'est juste une petite anecdote parce que vous parliez de beaucoup de voyages culturels en Union soviétique. Moi, je reviens de 7 mois en Chine et à titre privé. Et quelle ne fut pas ma surprise en visitant un musée du théâtre à Pékin de voir une photo d'un grand acteur français, Gérard Philippe, pour ne pas le nommer, qui était là parmi, bien sûr, d'autres photos de représentations, qui étaient beaucoup d'ailleurs des représentations russes, en fait, traduction de russe en chinois. Et voilà, c'était juste une petite remarque, une petite anecdote. Oui, bien effectivement, c'est relativement compréhensible parce que, bon, outre le côté référence culturelle que la France a toujours eu, on a aussi le fait que la France est l'un des premiers pays à avoir reconnu le gouvernement chinois. Donc je pense que c'est voilà, un petit héritage de cette main tendue que nous avons été parmi les premiers pays à reconnaître la Chine et à y organiser un voyage officiel d'un président. Donc je pense que c'est un petit héritage de cette main qu'on a tendue à la Chine à l'époque. Hein. Oui. Merci pour votre intervention. Juste une remarque. Quand on suit les actualités, on a l'impression que la langue française est attaquée quand même. Par exemple, en septembre, l'enseignement du français n'était plus autorisé dans les écoles, n'est plus depuis septembre autorisé dans les écoles en Algérie. Donc quand même ancienne colonie importante. Il y a aussi au Burkina Faso la langue française, je crois, enfin, je ne sais pas si c'est au niveau des écoles, mais il y a eu aussi des attaques. Donc le français en tant que vecteur de la culture française, voilà, il y a des enjeux hyper importants. Oui, tout à fait. Oui. Le sujet de votre livre est hyper important, mais enfin voilà, c'est juste un constat. Voilà, la langue française est voilà. Oui, mais de façon générale, en fait, la position de la France s'est attaquée. Donc voilà, la langue fait partie de l'image et du statut de la France à l'étranger. Donc évidemment, si on a décidé de se brouiller avec la France, eh bien voilà, l'enseignement de la langue française est un des éléments pour justement l'affaiblir et tenter de la faire déchoir, hein, on va dire. Personne d'autre ? Ah, si. Vous parlez d'échanges étudiants tout à l'heure. Vous n'avez pas cité la place de la Cité internationale et de sa construction dans les échanges justement internationaux, excusez-moi. Et puis, deuxième point, vous affichez la Villa Albertine. Est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu et quelle est votre vision
C'est deux questions un peu opposées, mais... Oui, bien sûr. Alors, effectivement, je n'ai pas parlé de la Cité internationale. Effectivement, j'ai été obligé pour des questions de place, parce que j'avais malheureusement des contraintes en termes de nombre de signes pour le texte. J'ai malheureusement décidé de faire l'impasse dessus, en fait. Parce que la Cité internationale est effectivement extrêmement importante dans le cadre parisien, mais j'ai considéré qu'en fait, c'était, on va dire, quelque chose, on va dire, déjà qui concernait, on va dire, le cadre plutôt parisien, justement, en fait, et que du coup, même si c'était important pour Paris et son univers étudiantin, j'ai considéré que je pouvais, on va dire, faire l'impasse dessus. Et c'est un choix que j'assume pour le coup, même si évidemment, dans un livre idéal, je n'aurais parlé, mais j'avais déjà tellement de choses à explorer que j'ai décidé de faire l'impasse. Et pour le deuxième aspect dont vous parliez, vous pouvez me rappeler ce que c'était? La Villa Albertine, oui, la Villa Albertine. Donc ça, effectivement, c'est une initiative donc toute récente, donc mise en place sous le ministère de Jean-Yves Le Drian, donc qui est parti donc en 2023. Et cette Villa Albertine, en fait, c'est une structure un peu hybride par rapport à d'autres établissements qui pouvaient exister par le passé. Donc vous connaissez tous la Villa Médicis, par exemple. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose qui s'inspire du système de la Villa Médicis, avec donc des artistes ou des écrivains, des différents experts du monde culturel qui sont envoyés en résidence aux États-Unis. Sauf que là, au lieu d'être implantée dans un unique bâtiment, en fait, cette Villa Albertine, elle est répartie dans une dizaine de villes aux États-Unis. Donc il y a, on va dire, un projet de maillage des grands centres urbains des États-Unis. Et par ailleurs, il y a une ouverture thématique beaucoup plus large que dans les autres structures préexistantes. Là, il s'agit d'attirer des artistes, des écrivains, des philosophes. On a aussi, pour ma profession, des conservateurs qui peuvent aussi y aller pour aller s'imprégner de ce qui se fait dans les musées américains. Et de façon générale, il s'agit non seulement d'envoyer des gens en résidence pour travailler, acquérir des compétences, mais il s'agit aussi, dans le but affiché dans les statuts, il s'agit aussi de proposer en fait au public américain des initiatives sur des sujets de société. Donc par exemple, aller leur parler de l'écologie, ça fait partie des missions de la Villa Albertine normalement. Voilà. Oui, madame. Justement, pour sortir de ce cadre parisien dont vous parliez à l'instant, est-ce que le jumelage de telle ou telle ville française avec telle ou telle ville étrangère, je ne sais pas trop quoi ça date, s'inscrit dans cette diplomatie culturelle de la France? Alors, les jumelages, j'y réfléchis aussi et j'ai décidé de ne pas en parler parce que là, pour le coup, on touchait davantage, on va dire, à la diplomatie des villes et en fait aux politiques individuelles de chaque collectivité. En sachant que, en général, les jumelages sont transmis pour information au gouvernement, mais il n'y a pas forcément de coordination de ces jumelages en fait. Donc, les villes en fait choisissent leur jumelage et elles ont autorisation ou pas, mais en fin de compte, le ministère ne s'y intéresse pas beaucoup en fait. Donc, ces jumelages, j'ai décidé de ne pas en parler parce qu'il n'y avait pas forcément d'enjeux, on va dire, internationaux majeurs là-dessus. Et bien souvent, ces jumelages en fait sont plus des affichages qu'autre chose. Donc, voilà. Et par ailleurs, les collectivités, ça c'est un sujet à part entière, les collectivités ont développé depuis une trentaine d'années une diplomatie propre, pour lesquelles c'est difficile de réellement suivre ce qu'elles font parce qu'elles sont devenues beaucoup plus autonomes que par le passé et le gouvernement en fait n'a pas forcément toujours la vue sur ce qu'elles font. Donc c'était un sujet qui m'emmenait un peu trop loin. Oui, monsieur. Oui. Est-ce que l'aspect gastronomie fait partie du soft power ou ça va de soi, ou enfin bref. Et aussi, deuxième sujet, les cercles littéraires au 17, 18e, 19e, même 20e, je pense par exemple au début 20e, l'abbaye, etc. Bon, voilà. Alors, sur la gastronomie, effectivement, ça peut rejoindre le soft power.
en mineur néanmoins, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'initiatives dans ce secteur. On a eu des cas d'instituts français qui avaient une brasserie française dans leur mur. C'était le cas à Berlin, par exemple. Sinon, on a une opération qui a été créée il y a quelques années qui s'appelle Goût de France, Good France. Voilà, un petit jeu de mots assez bien vu, et qui vise justement en fait à faire rayonner les cuisiniers français par un vaste festival mondial où on propose des créations culinaires et des dégustations au public. Mais en dehors de ça, c'est pas un domaine pour lequel il y a eu beaucoup de travail, à dire vrai. Voilà, c'est quelque chose qui a sa vie propre, j'ai envie de dire, la cuisine. Et sinon, pour les cercles littéraires, alors c'est arrivé qu'on s'appuie sur des associations locales, donc qui pouvaient être des cercles littéraires, mais pas uniquement. Et bien souvent, les alliances françaises et les instituts français avaient leur réseau de partenaires locaux, qui pouvaient être des associations de lecture ou autres, ou même des librairies d'ailleurs, pour justement diffuser un peu la production française. Et ces réseaux, ils sont, selon les pays, ils ont été plus ou moins bien entretenus, mais en tout cas, ils existent toujours. Oui, au fond de la salle. Merci. Puisqu'on parlait de la gastronomie, qu'en est-il des artisans français ? Est-ce que justement il y a des entreprises où, par exemple, vous pensez à la mode française qui s'exporte très bien, elle est une représentation aussi du savoir-faire à la française. Après, ça se fait plus dans des initiatives privées, il me semble, que publiques. Est-ce que ça serait envisageable, par exemple ? Alors effectivement, il existe des initiatives pour soutenir la création française, mais elles sont assez ténues de mon point de vue. C'est plutôt, orienté sur la promotion des artistes et des lettres, mais pas trop sur l'artisanat ou les vraies industries créatives en dehors du cinéma. Et il y a des initiatives qui existent. J'ai trouvé la trace d'expositions de mode dans les instituts ou les alliances françaises, et ça arrive également qu'on fasse appel à des créateurs français sur la suggestion des diplomates. Après, c'est pas systématique du tout, donc il n'y a pas de système, il n'y a pas de, il n'y a rien d'automatisé dans ce domaine. En revanche, sur le monde de l'entreprise française de façon plus générale, donc ça inclut toute l'entreprise, qu'il s'agisse de la mode ou du cinéma, de l'art, donc pour toute l'entreprise, on a créé des structures dans les dernières années pour justement accompagner leur expansion à l'étranger. Donc il s'agit de Team France et Atout France, Business France, qui accompagne les entreprises françaises à l'étranger et qui a tout un réseau de bureaux à l'étranger pour justement servir de point de repère aux entrepreneurs français et leur expliquer à quelles subventions, quels mécanismes d'aide ils peuvent avoir droit en France et dans le pays où ils sont. Voilà. C'est quelque chose qui a été pensé au niveau de l'économie dans son entier, mais pas précisément sur le secteur de la mode et de la création. Oui, il y a une question juste là. Merci. À propos des lycées français à l'étranger, je voulais savoir comment se partageait la tutelle, le ministère des Affaires étrangères et l'éducation nationale. Oui. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ces lycées, en fait, sont gérés d'un point de vue purement matériel par les affaires étrangères, par le biais d'un opérateur spécial. En fait, le personnel, lui, est détaché de l'éducation nationale. Donc, on a des professeurs, des enseignants qui sont détachés de l'éducation nationale et qui travaillent dans des biens et avec des budgets qui sont, eux, alloués par les affaires étrangères, si je ne me trompe pas. Voilà. Les bâtiments, là, c'est un peu plus variable à dire vrai parce que on n'est pas toujours propriétaire. Bref, peu importe. En tout cas, les bâtiments sont gérés par les affaires étrangères, là, très clairement. Oui. Bonsoir. Est-ce qu'il y a aussi une rubrique musique ? Alors la musique, j'en parle un petit peu dans les premiers chapitres parce que c'est très net qu'on utilise la musique comme vecteur de rapprochement et comme instrument de prestige. Il y a par exemple des signatures de traités qui sont accompagnées de petits récitals de piano par Alfred Cortot, le plus grand pianiste d'entre-deux-guerres. Et on a une très nette politique de diffusion de films et de musique qui sont envoyés par caisse aux instituts à l'étranger pour justement les faire écouter au public.
Donc, et les offrir aussi en cadeau aux responsables locaux. Donc il y a une aide politique qui est décelable avant-guerre. Après-guerre, c'était plus diffus. La politique a été plutôt de créer en fait dans les instituts des médiathèques avec justement des stocks de livres, mais aussi de films et de musique empruntables. Et du coup, ce changement de politique fait qu'il y a peut-être moins de visibilité pour la musique, mais ça reste parfaitement dans les objectifs suivis par les conseils culturels à l'étranger. Donc oui, ça reste tout à fait dans le périmètre, on va dire, hein, même si les mécanismes ont changé. Ah oui, monsieur. En fait, vous avez parlé du ministère des Affaires étrangères, de la culture. En fait, le soft power, c'est d'autres ministères qui prévaut sur qui. Enfin, est-ce que le ministère de la Culture peut avoir aussi des idées autres que les journées du patrimoine? Est-ce qu'il y a une volonté encore d'innover pour le ministère de la Culture et de ne pas empiéter sur des plates-bandes du ministère des Affaires étrangères, etc. Comment ça se passe? Alors en fait, il n'y a pas forcément de prééminence très clairement réglée par les textes là-dessus. C'est clair que les réseaux sont principalement impulsés par les affaires étrangères, mais il y a d'autres initiatives qui, elles, en sont extérieures. Par exemple, je parlais de la diplomatie des musées. Les musées, ils relèvent de la culture, pas des affaires étrangères. Donc très clairement, quand on a un échange entre deux musées, c'est du ressort de la culture. Même si, en général, les affaires étrangères sont quand même informées. Voilà, hein. Mais il n'y a pas de ligne de partage extrêmement nette. Ça se passe surtout en termes de tutelle sur les institutions et évidemment de qui a l'idée en premier. Donc quand on parle des journées du patrimoine, effectivement, au départ, c'est une initiative de la culture. Maintenant, les ambassades françaises à l'étranger ont repris le mouvement et ouvrent aussi leurs portes bien souvent à l'étranger quand le contexte le permet. Donc c'est quelque chose qui ne pose pas de problème actuellement. Par le passé, ça a pu imposer. À l'époque de Malraux, ça imposait, puisque Malraux se disputait régulièrement avec Couve de Murville, justement. Mais à l'heure actuelle, c'est pas un problème.